France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Protection de l'enfance, une histoire entre charité et encadrement, de la fondation de l'Hospice des enfants trouvés à Paris par Vincent de Paul au XVIIe siècle jusqu'au service social de l'enfance en danger moral. C'est la longue histoire des institutions chargées de la protection de l'enfance, religieuses, médecins, assistantes sociales et pourquoi pas Peter Pan pour venir en aide aux enfants perdus. Peter, où habitez-vous ? Avec les petits garçons perdus. Qu'est-ce que c'est que ça, les petits garçons perdus ? Ce sont les enfants qui sont tombés de leur voiture pendant que leur bonne regardait d'un autre côté. Si on ne les réclame pas dans les 7 jours, on les envoie dans le pays imaginaire. C'est moi qui suis leur capitaine. Oh, comme ça doit être amusant. Oui, Le cours de l'histoire. mais au fond, nous sommes très seuls. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de compagne. Il n'y a pas de petites filles parmi ces enfants ? Mais non, voyons, les petites filles sont bien trop intelligentes pour tomber de leur voiture. Oh, Xavier Mauduit. vous avez vraiment une façon délicieuse de parler des filles. Ce sont les comédiens et les comédiennes de la Comédie Française qui ici s'emparent de Peter Pan dans une adaptation radiophonique qui nous offre tout un univers. En 1963, on est un peu après le film de Disney. Lola Zappi, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'autrice de Visage de l'État social, assistante sociale et famille populaire dans l'entre-deux-guerres. Et Antoine Rivière, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes historien, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8, membre de l'Institut d'histoire du temps présent. Et vous avez vous aussi travaillé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, sur la misère et la faute, abandon d'enfants et mères abandonneuses à Paris. Lola Zappi, cette attention portée aux enfants les plus fragiles, c'est-à-dire ces nourrissons qui ont été abandonnés, c'est une longue histoire, nous le savons bien, ça rentre même dans notre imaginaire. L'enfant abandonné devant la porte du couvent, c'est quelque chose que tout le monde connaît. L'attention portée à ces enfants, ça peut ici se situer chronologiquement ? Alors, il y a évidemment une évolution de la manière dont on regarde ces enfants et surtout dont on questionne la bonne prise en charge de ces enfants. Et là-dessus, il y a tout un élément dans l'histoire contemporaine de progression du rôle de l'État, en fait, vis-à-vis de la prise en charge de ces enfants. Et je pense que c'est ça le maître mot de ce que regarde Antoine Rivière comme moi-même, c'est comment l'État, petit à petit, va venir prendre en charge soit les enfants abandonnés, soit les enfants qui ont une famille, mais dont les parents ne sauraient pas s'occuper à part entière. Et donc là, vraiment, c'est sur une histoire du 19e et du 20e siècle que se construit cette législation et cette prise en charge. Antoine Rivière, c'est cette histoire qui nous fait glisser doucement de la charité. J'évoquais ces enfants abandonnés devant un couvent à une prise en charge par la puissance publique. Oui, dans la mémoire collective, dans les mythes, des enfants trouvés, il y en a plein. Rémus, Romulus, Moïse. Mais nous, historiens, on s'intéresse à la réalité de ces enfants-là. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que le rôle traditionnel d'assistance à ces enfants sans famille, laissés à eux-mêmes dans les rues, abandonnés, est dévolu à l'Église. C'est la charité catholique traditionnelle. Et puis à côté de ça, il y a le pouvoir royal d'abord, puis l'État républicain, qui vont progressivement considérer que ça fait partie des prérogatives des pouvoirs publics que de protéger ces enfants-là. Et donc c'est cette histoire-là qu'on retrace à travers la législation, mais aussi à travers la réalité sociale de cette prise en charge des enfants délaissés. Lola Zappi, vous l'avez évoqué, mais c'est important de rappeler qui sont ces enfants, parce qu'il y a l'enfant abandonné à la naissance, c'est une chose, et puis il y a tous ces enfants où ça se passe mal à la maison, et ils ne peuvent pas rester là, ou alors ils sont chassés tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une grande variété de cas possibles aussi. Complètement. En fait, la protection de l'enfance, on peut la diviser grosso modo en 3 branches. Il y a la question de l'enfance orpheline ou sans abandonner. Et il y a ensuite une branche qui est la protection maternelle et infantile. Vous en parliez, la question des nourrissons et d'éviter la mortalité infantile des nourrissons. Et enfin, la 3e branche, c'est celle des enfants. Alors là, les expressions ont évolué. L'enfance en danger, l'enfance malheureuse, les enfants martyrs, l'enfance maltraitée, qui concerne du coup ces enfants dont les parents seraient maltraitants ou incapables de les éduquer. Donc on a 3 branches et on a tout un archipel institutionnel autour de ces 3 branches. Avec ici une vision de la famille qui diffère de la nôtre. Bien sûr, il ne faudrait pas appliquer ce que nous connaissons aujourd'hui à ce qui se passait auparavant. Le risque serait de ne pas comprendre ces liens de famille, même si
au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et plus encore au XIXe siècle, on voit se constituer la famille telle que nous l'imaginons. C'est-à-dire que l'enfant doit faire partie d'un univers familial. Si ce n'est pas le cas, c'est que là, il y a un dysfonctionnement et qu'une intervention est possible. On peut l'imaginer ainsi, Antoine Rivière ? Oui, en fait, la conception qui prévaut pendant longtemps, c'est que c'est d'abord et avant tout la famille, éventuellement élargie, qui doit s'occuper des enfants. Et en fait, l'intervention des pouvoirs publics est subsidiaire, si j'ose dire. C'est-à-dire, quand il y a une carence de la part des parents, à ce moment-là, on peut éventuellement envisager une intervention extérieure. C'est une intervention charitable par l'Église pendant longtemps. Et puis, pour des raisons d'ordre public, l'État royal va considérer qu'il doit soutenir cette action charitable de l'Église pour venir en aide aux enfants trouvés d'abord. Et puis progressivement, l'intérêt des pouvoirs publics pour les enfants va se porter à l'intérieur de la famille. Et ça, c'est une évolution qu'on peut dater du 19e siècle et plutôt la fin du 19e siècle, puisque auparavant, la conception de la famille, c'est quand même un bastion, une sorte de forteresse inaccessible au regard en particulier de l'État. Et à l'intérieur de ce bastion, de cette forteresse, celui qui règne en maître, c'est le père de famille. Or, l'évolution de la protection de l'enfance, c'est d'abord et avant tout l'immixtion, l'intervention de l'État à l'intérieur de ce bastion au nom de l'intérêt de l'enfant. Intérêt de l'enfant qui, d'une certaine manière, se confond avec l'intérêt de la nation. Et donc, ça justifie que l'État aille voir dans les familles ce qui se passe et éventuellement d'envisager de se substituer à des parents qui traiteraient mal leurs enfants parce que c'est l'intérêt supérieur du pays, son avenir qui est en jeu à travers la façon dont sont élevés, éduqués, traités les enfants. Lola Zapi, je fais écho à ce que vous nous disiez. Donc, c'est-à-dire que l'enfant qui est abandonné à la naissance ou un peu plus tard, là, évidemment, il faut s'en occuper. En revanche, l'enfant en danger, et j'utilise des mots anachroniques pour une période qui peut nous intéresser au début du 19e siècle, ça c'est quelque chose qui n'entre même pas dans les considérations, ça se passe à l'intérieur de la famille. Il y a quand même un regard, on n'a pas le droit de frapper quelqu'un, mais l'autorité du père demeure supérieure à tout. Oui, alors en fait, il y a le code napoléonien de 1804 définit cette autorité paternelle comme absolue, c'est ce que disait Antoine Rivière, ça s'inspire de la patria potestas romaine, il y a vraiment l'idée que le père règne en maître sur sa famille, et puis il y a une crainte que l'État puisse avoir un droit de regard dans les familles. Mais évidemment, ce droit de regard, il est débattu, en tout cas. Ça commence par le regard porté sur les familles pauvres. Et avant même qu'il y ait une loi sur la protection de l'enfance pour les enfants maltraités, comme il y a déjà de l'assistance pour les familles pauvres, qui est souvent de l'assistance tournée vers les secours pour les enfants. On donne des layettes, des secours de bons de pain, etc. Et il y a déjà de la part des visiteurs de l'assistance publique ou des œuvres qui vont dans ces familles un droit de regard sur comment ces aides sont utilisées pour être sûr qu'elles vont bien envers les enfants. Donc il y a déjà une forme de contrôle sur ces familles pauvres. Mais l'idée de pouvoir destituer des parents de leurs droits parentaux, ça arrive beaucoup plus tard. Ça arrive en 1889 par la première loi qui va permettre de destituer ces droits parentaux, et ça arrive dans un contexte où il y a deux choses qui jouent. D'abord, il y a tout un réseau à l'international de magistrats qui débattent des réformes sur la justice des mineurs et qui plaident pour qu'il y ait cette intervention étatique face à des parents maltraitants. Et puis, de manière générale, on est aussi dans un contexte au niveau européen où l'État se renforce et la législation étatique vis-à-vis de l'enfance se renforce. Il y a les lois de protection contre le travail des enfants, qui est déjà une première forme de protection. Il y a aussi une immixtion de l'État par la progression de l'école obligatoire. Donc là aussi, les familles ne sont plus les seules à diriger l'éducation de leurs enfants. Et tout ça prépare le terrain, en quelque sorte, à cette loi. Et on peut ajouter le contexte démographique spécifique à la seconde moitié du 19e siècle, et particulièrement marqué en France, qui est une baisse de la natalité, qui inquiète énormément d'abord les médecins, puis les hommes politiques, et qui a pour conséquence qu'il y a un nouveau regard qui est porté sur l'enfance. Et l'enfant est considéré comme de plus en plus rare, et donc de plus en plus précieux, et donc ça va justifier la nécessité de le protéger. Parce que l'enjeu, c'est comme ça qu'il est perçu par les contemporains, c'est ni plus ni moins que la disparition de la race française, comme on dit à l'époque. Et donc, évidemment, l'État se trouve fondé à intervenir pour protéger ses enfants, parce que, encore une fois, la conséquence de cette baisse de la natalité est vue comme potentiellement dramatique. Lola évoque effectivement la législation qui encadre le travail des enfants. Il y a aussi la première grande loi qui vient, d'une certaine manière, intervenir dans les choix éducatifs du père de famille. C'est la loi Roussel de 1874, qui vise à surveiller
les enfants placés en nourrice, surveillance administrative et surveillance médicale. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi sur les principes ? Elle dit que les choix du père en matière d'éducation de ses enfants ne sont pas illimités et qu'il y a un droit de regard de la collectivité publique, encore une fois, parce que l'enfant, c'est ce que disait la Révolution, au moment de la Révolution, c'est ce qui avait été affirmé comme principe, l'enfant appartient à sa famille, mais appartient aussi à la nation. Il est un bien national, d'autant plus précieux du fait de ce contexte démographique déprimé. Et donc cette loi Roussel, elle est fondamentale parce que pour la première fois, l'État va dire, entre le père et la nourrice, c'est pas un contrat totalement libre. Il y a des règles à respecter, un salaire minimum pour la nourrice, un nombre d'enfants maximum à prendre pour le bien-être et la survie des enfants. Et puis la loi du 24 juillet 1889, là c'est quand même le moment absolument, si j'ose dire, révolutionnaire sous la République, puisqu'on envisage que l'État puisse déchoir, retirer la puissance paternelle à des parents dont on considère, l'autorité parentale, à des parents dont on considère qu'ils sont des mauvais parents vis-à-vis des normes de l'époque. Oui, on voit cette histoire-là et ce processus qui traverse le 19e siècle. Nous passons depuis la Révolution française par différentes étapes qui conduisent à ce que l'État peut enlever l'autorité à un père. Alors que nous disions il y a quelques secondes à peine que l'autorité paternelle était le socle du fonctionnement familial. C'est cette longue histoire-là aussi qui nous permet de saisir la protection de l'enfance. J'imagine que cela ne peut pas se faire facilement. Une loi, c'est une chose. En parallèle, les pratiques doivent être complètement différentes. Oui, complètement. Et notamment, cette loi, elle est critiquée dès ses débuts parce qu'elle est extrêmement sévère. On n'a que deux choix. Soit donc déchoir les parents, c'est l'expression consacrée, donc leur retirer leurs droits parentaux et la puissance paternelle, soit acquitter les parents concernés. Donc que deux choix et un choix extrêmement radical quand il est appliqué. Donc en fait, la loi est peu appliquée en France à ses débuts et c'est progressivement par l'introduction en fait d'un nouvel acteur que sont les assistantes sociales que cette loi va connaître une application plus étendue parce que ces assistantes sociales vont proposer en quelque sorte une troisième voie, à savoir surveiller ces enfants, surveiller leur famille, sans pour autant nécessairement destituer les parents de leurs droits. Et donc cette innovation-là, qui se fait en dehors de tout cadre légal au départ, est une innovation qui va changer les pratiques autour de cette protection de l'enfance. Oui, parce qu'il y a des pratiques, et puis il y a des habitudes, et puis il y a des effets de génération qui font qu'une loi, par exemple celle de 1889, qui permet de retirer cette puissance paternelle-là que nous évoquons tant, avant qu'elle soit appliquée, c'est autre chose. Ça n'entre pas tout de suite dans les esprits. C'est la puissance de la puissance paternelle. On se plaint que les enfants soient insuffisamment protégés contre des parents indignes. Mais sait-on que le Code civil ne comportait aucune limite au droit de la puissance paternelle organisée sur le type de la patria potestas du droit romain. Il suffit de lire à cet égard les articles 371 et suivants du Code. On n'y trouvera aucune restriction au droit des parents qui pouvaient exercer à l'égard de leurs enfants le droit de correction paternelle qui, certes, ne leur permettait pas de leur infliger des peines corporelles, mais qui les autorisait à les faire détenir par voie d'autorité et sans que le magistrat ait son mot à dire, dans une cellule, en prison. C'est seulement en 1945 que le régime de la correction paternelle a été réorganisé, assoupli, et que désormais, le magistrat seul peut se prononcer après une enquête sociale et peut non pas faire détenir l'enfant, mais le placer dans un établissement approprié. Nous étions ici en 1950 avec Hélène Campinki qui, avocate, journaliste, résistante aussi, a œuvré pour la protection de l'enfant à travers plein de démarches et d'associations, de sociétés, des unions, des patronages. Lola Zappi, ici, cette parole nous évoque l'évolution de regard porté sur la puissance du père, même si, et on connaît bien cette difficulté-là pour les pouvoirs publics, même s'il est difficile de s'occuper de tous les enfants, l'État ne peut pas prendre en charge l'ensemble des enfants. Il y a ces enfants qui ont été abandonnés dont il faut s'occuper, il y a tous ces enfants qui sont dans leur famille, une famille qui ne fonctionne pas pour les enfants et dont il faut aussi s'occuper. Il y a une limite à placer. Elle est très difficile ici à positionner. À partir de quel moment faut-il intervenir ?
Oui, c'est évidemment tout l'enjeu, et c'est là aussi où on voit en fait comment vous le disiez tout à l'heure, la législation c'est une chose, mais il y a les pratiques et il y a l'interprétation de la législation par ces différents acteurs, par les juges, par les assistantes, par la police, par par les institutions qui vont signaler les cas au tribunal. Donc il y a toute la question de comment chacun évalue les risques, comment chacun évalue la gravité de ces risques, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas forcément tous d'accord les uns avec les autres, et donc les raisons qui conduisent à signaler au tribunal sont une chose, mais ensuite il y a la manière dont les magistrats vont réinterpréter, requalifier ces risques, idem pour les assistantes sociales, etc. Donc c'est aussi une autre histoire longue de cette protection de l'enfance, c'est comment est-ce qu'on définit ce qu'est un enfant en danger, en fait, et comment est-ce qu'on définit, du coup, à travers ça, ce qu'est un mauvais parent. Oui, parce que c'est ça, Antoine Rivière, un enfant qui est abandonné, il est abandonné, ses parents ne sont plus là, il faut s'en occuper. Un enfant qui est dans sa famille, où situer le danger, où se dire, désormais, il faut intervenir. Oui, mais c'est pour ça que en 1889, le concept concret, c'est le concept d'enfant moralement abandonné. C'est-à-dire, c'est un enfant qui n'est pas abandonné de fait par ses parents, puisqu'il est toujours avec eux, mais les parents, du fait de leur comportement inadapté, ont comme moralement abandonné leur obligation de bien traiter cet enfant. Mais à l'intérieur de cette nouvelle idée qu'on peut déchoir des parents indignes, il y a quand même deux dimensions qu'il faut souligner. La première, c'est que il y a une dimension de contrôle social indéniable, c'est-à-dire que ce qu'on vise, c'est quand même d'abord les milieux populaires. Et puis il y a aussi la dimension qui est de trouble à l'ordre public. En fait, c'est ce qui sort de la famille qui est visé. Quand ça devient trop visible, quand ça devient scandaleux, parce que les voisins sont au courant, parce que dans le quartier on parle de cet enfant martyr qui est attaché au radiateur et battu, etc. D'ailleurs, les termes de la loi comportent cette dimension de publicité, puisque l'article 2 qui permet la déchéance dit que ceux qui peuvent être déchus de la puissance paternelle, ce sont les pères et mères qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse, ou par leur mauvais traitement, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants. Alors, ivrognerie habituelle, certes, c'est sans doute pas un bon exemple à donner, mais c'est bien une norme de comportement. On n'est pas forcément mauvais parent si on est ivrogne. Bon, encore que on peut imaginer que ça favorise des violences ou des comportements inappropriés, mais on voit bien que là, il y a un contrôle de comportement et qu'on attribue évidemment plutôt aux classes populaires. Et puis, l'inconduite notoire et scandaleuse, on voit bien, c'est les mauvais comportements qui sont portés à la connaissance de la société, du voisinage. Et donc, cette loi, elle a cette ambiguïté d'un contrôle des classes populaires et de ce qui devient un peu trop visible. Lola Zappi. Et pour rebondir, ce qui est intéressant avec cette loi, c'est que c'est pas uniquement une loi de protection de l'enfance en danger. Elle est aussi envisagée comme une loi qui vise à prévenir la délinquance juvénile future. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on est dans un moment où les magistrats de la protection de l'enfance, tous ceux qui travaillent autour de cette question-là, commencent à estimer que les enfants délinquants sont avant tout des enfants victimes notamment de leur milieu familial, du mauvais exemple des parents, d'où cette question dans la loi de 1889, les deux premiers motifs, l'alcoolisme régulier et puis l'inconduite notoire. Donc c'est des théories qu'on appelle environnementalistes. On estime que le mauvais exemple moral des parents conduit les enfants sur la voie du crime, les pousse au vice, etc. Mais si les enfants délinquants sont avant tout des victimes, ça va aussi dans l'autre sens. À savoir que les victimes sont le terreau de la délinquance juvénile de demain. Et donc, il y a une suspicion généralisée autour de ces familles et même de leurs enfants, en fait. Du coup, il y a une dimension moraliste qui est revendiquée et assumée dans cette loi. C'est compromettre la moralité de ces enfants, c'est le risque d'en faire les délinquants de demain. Et le deuxième paradigme qui est très présent dans la loi, c'est la question de la lutte contre la mortalité infantile et donc tout ce qui est ce qu'on appelle la négligence de soins à l'époque, donc le manque de soins, d'hygiène ou de mauvaise alimentation, etc., qui risque d'atteindre à la santé de l'enfant, et la santé de l'enfant est le premier critère qui peut mener à déchéance. Donc on est vraiment sur ces deux paradigmes-là, et derrière, Antoine parlait de contrôle social, il y a cette idée que les classes populaires seraient moins aptes
à éduquer leurs enfants, que ce soit sur ce plan de la lutte contre la mortalité infantile ou de l'éducation. Ils seraient imprévoyants sur les règles d'hygiène, ils connaîtraient mal les règles d'hygiène, ils seraient incapables de s'occuper de leurs enfants, et puis ils les éduqueraient mal. Et donc c'est pour ça qu'on a un droit de regard particulier sur ces familles-là. Antoine Rivière. Il y a cette dimension effectivement de contrôle social qui est importante, mais il y a aussi ce que tu disais sur la confusion entre l'enfant victime et l'enfant à protéger et l'enfant coupable. On le voit bien avec ce que tu as dit sur la loi du 24 juillet 1889, on le voit dans toute la législation sous la Troisième République autour de la protection de l'enfance. La loi de 1898 qui protège les enfants martyrs évoque dans un article les crimes et délits commis sur des enfants, mais ajoute crimes et délits commis par des enfants, qui justifieraient aussi la déchéance. De même, la grande loi de 1904 qui réforme l'assistance à l'enfance, elle est votée le 27 juin 1904, et le lendemain, le 28 juin 1904, on a une loi qui prévoit la façon dont on va corriger les enfants de l'assistance publique qui sont indisciplinés, vicieux, etc. Donc on est en permanence dans ce double regard, enfant à protéger parce que victime, ou victime potentielle, mais aussi enfant potentiellement coupable. Et donc c'est effectivement une sorte de schizophrénie ou dichotomie de la protection de l'enfance à cette époque-là qui est récurrente. Antoine Rivière, c'est bien réfléchir à l'avenir, de protéger les enfants, protéger aussi l'avenir du pays. Et vous nous avez dit que le souci porté sur la protection de l'enfance correspond à des attentes démographiques et sociales et politiques. Ces lois, celles de 1889, celles de 1904, s'inscrivent dans un contexte particulier. La France a été défaite en 1870 face à la Prusse. Voilà, c'est cette guerre franco-prussienne et c'est ce traumatisme de la perte de l'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Moselle. Et on peut comprendre cette protection de l'enfance dans ce cadre-là. Oui, évidemment. On parlait tout à l'heure de la prise de conscience d'un déclin démographique dès le milieu du 19e siècle. Et la défaite de 1870 contre la Prusse est vue par un grand nombre de médecins et d'hommes politiques comme le premier signe qui témoigne de ce déclin français. Et donc, effectivement, ça va justifier un grand nombre de lois qui sont, il ne faut pas l'oublier, qui engagent en quelque sorte des dépenses de la part de l'État considérables. Et donc, pour justifier ces budgets qui sont mis pour la protection de l'enfance, on a toujours cet argument de dire « mais oui, mais c'est l'avenir de la nation qui est en jeu ». Et donc, du coup, ça balaye tous les obstacles. Pour revenir sur la question de la déchéance, par exemple, il y a un grand nombre d'hommes politiques conservateurs qui sont complètement vent debout contre l'idée qu'on puisse retirer l'autorité à un père, mais ils considèrent que c'est une immixtion injustifiée de l'État, que c'est l'État qui devient le père de famille universel, qu'on ruine la famille en ruinant l'autorité du père, et qu'en ruinant la famille, on ruine le pays. Et qu'est-ce que leur répondent les républicains, en particulier les républicains radicaux, qui sont les tenants de ces lois sur la protection de l'enfance? Ils leur répondent, bah oui, mais il y a quand même quelque chose de plus important, c'est l'avenir du pays. Oui, c'est ça, l'avenir du pays, avec ce traumatisme de la défaite contre la Prusse, devenue l'Allemagne d'ailleurs au moment de cette guerre-là. Et puis un autre traumatisme, Lola Zappi, c'est la Première Guerre mondiale en ce qui concerne la peur d'avoir une nation trop faible. Dès lors, il faut protéger ses enfants. Oui, complètement. Ça vient rejouer en fait cette peur-là et ça vient renforcer la cristallisation autour de l'enfance comme étant ce fameux bien du pays à protéger, etc. Et ça va du coup aussi faire évoluer ce sens de la loi de 1889 qui était avant tout une loi de protection contre la mortalité infantile ou contre la délinquance juvénile. Il y a en particulier dans les années 1930 l'émergence d'un discours pas seulement porté cette fois-ci par les experts de la protection de l'enfance, mais aussi un discours médiatique sur la question de l'enfance malheureuse. Ça va aboutir même à une campagne médiatique sur les enfants martyrs, qui est menée par un journaliste qui s'appelle Alexis Danan, qui travaille à Paris Soir, et qui fait toute une série d'articles qui s'appelle Ces enfants qui ne rient pas, et qui va aller piocher des cas dans les différents tribunaux d'enfants frappés par leurs parents, etc. Et ça vient remettre au premier plan cette question qui au départ n'était pas la première question de la loi de 1889, que sont les violences physiques en fait, et cette question de l'enfance malheureuse. Et ça a un tel écho
cette campagne médiatique que ça oblige le ministère de la Justice à réagir et par une série de circulaires puis de décrets-lois de recommander aux tribunaux d'accélérer ce qu'on appelle le dépistage des enfants malheureux, donc d'encourager l'école à signaler les cas, d'encourager les assistantes sociales à signaler les cas, d'encourager les magistrats à la célérité pour traiter ces cas. Et donc on voit comment là aussi le sens de la loi évolue aussi par la manière dont l'opinion publique s'en empare et par cette catégorie-là de l'enfance malheureuse qui va tout d'un coup devenir une catégorie de premier plan. Antoine Rivière. Et puis, dans le même temps, ces campagnes de presse qui commencent dès le début du XXe siècle, on pense aux publications satiriques de l'Assiette au beurre, par exemple, et puis à Alexis Danan dans l'entre-deux-guerres, elles dénoncent aussi, et c'est important de le souligner, les violences qui sont commises par les institutions chargées de protéger ces enfants. Ce qui est dénoncé, c'est aussi les colonies pénitentiaires agricoles pour les garçons, ce qui se passe dans les couvents du Bon Pasteur, ce qui se passe à l'assistance publique avec un certain nombre d'enfants considérés comme indisciplinés. Et donc on voit bien comment ça fait partie d'une certaine manière de l'histoire de la protection de l'enfance à l'époque contemporaine, que d'être à la fois toujours en train d'essayer de protéger plus complètement dans des lieux toujours divers, à l'intérieur de la famille, à l'extérieur, et en même temps d'être toujours sous le feu des critiques et d'être confronté en permanence à des scandales. On le voit encore aujourd'hui, évidemment. Et donc, il y a aussi cette dénonciation de celui qui prétend protéger et qui ne protège pas, puisqu'il devient à son tour bourreau d'un certain nombre de ces enfants-là. Et donc ça, c'est effectivement une dimension qui porte ou pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas directement les effets de ces dénonciations, même si, comme tu le disais, Alexis Danan a pu obtenir un certain nombre notamment avec le scandale de l'affaire de Belle-Île en 1934, où un certain nombre de colons s'évadent et sont pourchassés pour être remis à l'intérieur de la colonie. Alexis Danan, ce journaliste, avec ses reportages qui ont fait sensation. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais à vous écouter, j'entends que les discours se mêlent, discours médicaux, discours juridiques, et que la législation suit ces discours-là, mais qu'au XIXe siècle, il y a tout un discours hygiéniste sur la manière de s'occuper des enfants, et que la législation s'en empare et puis trouve des réponses, et qu'au XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, à cela se mêle un discours qui est beaucoup plus vaste, c'est ce discours porté par la presse, et qui oblige le législateur à trouver des réponses, mais que cette histoire, en fait, j'ai envie de dire, ne vient pas directement du législateur. Il y a ce souci d'avoir des enfants, mais qu'il faut un autre discours à côté. Lola Zappi. Oui, complètement. Et là-dessus, je rajouterais encore un élément, ce qui commence à apparaître aussi dans l'entre-deux-guerres et qui va être porté pour beaucoup par les assistantes sociales et les pédagogues davantage que par les médecins ou les magistrats, c'est tout le discours sur l'affection parentale et la question du coup de ce qu'on appellerait aujourd'hui les violences psychologiques de manière anachronique si on réfléchit sur l'entre-deux-guerres. Mais il y a cette question de l'affection parentale devient un problème social, parce que les savoirs évoluent aussi. Et l'entre-deux-guerres, c'est un moment où la psychologie apparaît comme science, et comme science qui paraît moderne en plus, donc c'est très à la mode, et c'est une science qui est enseignée notamment dans les écoles d'assistantes sociales. Et donc quand le service social du tribunal est créé, c'est par les assistantes sociales que ces savoirs de la psychologie vont entrer dans le tribunal, et vont là aussi faire bouger les lignes de ce qu'on entend par l'enfance malheureuse, avec une attention de plus en plus grande portée sur cette dynamique familiale, sur ces relations parents-enfants et sur la question affective dans cette dimension parents-enfants. Donc là aussi, la loi ne fait pas tout. Et il y a des acteurs comme ça qui peuvent introduire de nouveaux paradigmes. Antoine Rivière. Oui, et puis à côté de cette protection de l'enfance qui vise ce qu'on appelle de façon résumée l'enfance malheureuse, l'enfance délaissée, l'enfance martyre, il y a, on pourrait dire, tout l'aspect de la protection de l'enfance ordinaire, si j'ose dire. Et on parlait de l'avancée de la médecine de l'enfance. C'est aussi important de voir comment c'est une des jambes de cette protection de l'enfance. Et elle se développe effectivement là aussi dans la même période, à partir de la fin du 19e siècle. L'intérêt pour l'enfant amène aussi à une plus grande spécialisation de la médecine qui vise les enfants. C'est là qu'on invente la puériculture, qu'on invente la pédiatrie. C'est là que des grands noms de la médecine, Théophile Roussel, Adolphe Pinard, vont s'emparer de cette petite enfance
et vont gagner leur galon, si j'ose dire. Ça devient une spécialité médicale très honorable, alors qu'auparavant, les médecins accoucheurs, ceux qui s'occupaient des nouveau-nés et des femmes en couche, il valait mieux être chirurgien pour être considéré comme un grand ponte de la médecine. Bon, eh bien, les priorités politiques font que, d'une certaine manière, cette médecine se développe et gagne en audience. C'est des personnages qui sont connus de l'opinion publique, les Adolphe Pinard ou les Théophile Roussel. Et donc, c'est là qu'on voit se développer des institutions comme les gouttes de lait, où on distribue du bon lait pour les femmes qui ne peuvent pas allaiter, notamment les femmes qui travaillent, qui ne peuvent pas allaiter au sein. C'est là qu'on voit se développer aussi ce qu'on appelle les consultations de nourrissons. Pierre Budin, par exemple, qui va organiser le suivi des nouveau-nés. C'est-à-dire, la mère part avec son bébé en sortant de la maternité. Il faut qu'on continue à l'accompagner pour lui apprendre à bien s'occuper de l'enfant. C'est là qu'on invente des gestes qui nous sont aujourd'hui habituels, mais la pesée des enfants, la pesée systématique, pour savoir si l'enfant est en bonne santé ou pas. Et donc, la protection de l'enfant, c'est aussi toute cet archipel, si j'ose dire, qui vise au bien-être des enfants, notamment à travers cette médecine de l'enfance. Avec des lois, bien sûr, et puis avec des initiatives multiples. Et c'est ça qu'il faut souligner. Nous l'avons dit pour l'Ancien Régime, il y a une volonté de l'État, bien sûr, mais il y a surtout beaucoup d'initiatives privées. Et puis, au 19e siècle, au 20e siècle, c'est encore le cas, avec notamment un centre social de l'enfance. Il faut que la radio parle aussi des femmes de bien. Et Madame Olga Arthur Spitzer fut toute sa vie une femme qui se consacra à aider les enfants en danger moral, les mineurs qui étaient guettés par la délinquance, à les protéger. Et dans cette action, elle fit preuve d'une générosité, d'une humanité qui apportèrent à la justice telle qu'elle est aujourd'hui, qui n'est pas toujours, vous le savez, une justice répressive. Elle apporta un concours sans prix. Et il était nécessaire que son nom fût gravé dans le marbre et qu'on se souvienne de tout le bien qu'elle avait fait. Nous venons d'entendre René Plévin, qui était ministre alors de la Justice. Nous étions en 1971 et il évoquait la figure d'Olga Spitzer. Lola Zappi, qui est-elle ? Alors, Olga Spitzer, au départ, c'est une riche mécène dans les œuvres de protection de l'enfance. Elle a aucune formation spécialisée en droit ou en travail social ou en médecine, etc. Ça fait partie de ce qu'on appelle des réformateurs profanes, quelque part, mais qui, de longue date, s'intéressent à cette question de protection de l'enfance et qui donne à différentes œuvres. Et c'est elle qui va devenir la secrétaire générale du service social de l'enfance en danger moral, qui est le premier service social qui va s'implanter auprès d'un tribunal pour enfants et qui va introduire cet acteur dont je parlais, enfin cette actrice en l'occurrence, parce que c'est que des femmes à l'époque, que sont les assistantes sociales qui vont venir seconder les magistrats dans leur traitement des dossiers de protection de l'enfance. Donc c'est une figure qui a joué un rôle très important parce elle s'est beaucoup engagée dans cette cause. Elle a continué à porter ces débats autour de la protection de l'enfance pendant toute sa vie et elle est restée secrétaire de l'œuvre toute sa vie. Et ça montre là aussi qu'il y a différentes... Il n'y a pas que des professionnels qui s'occupent de la protection de l'enfance. Et il y a des figures comme ça qui peuvent venir du monde profane, mais qui pour autant jouent un rôle très important. Lola Zappi, vous êtes l'autrice de cet ouvrage intitulé « Les visages de l'État social, assistante sociale et famille populaire durant l'entre-deux-guerres ». C'est publié aux presses de Sciences Po. Qui sont ces assistantes sociales ? Y a-t-il un profil ? On voit bien en revanche les familles qui sont concernées, parce que c'est le sous-titre de votre ouvrage, les familles populaires. Il y a toujours cette lecture sociale. Mais les assistantes sociales ? Alors, les assistantes sociales, elles, au départ, ce sont plutôt des femmes de la bourgeoisie. C'est une profession qui naît dans l'entre-deux-guerres avec cette idée qu'il faut, surtout après la guerre justement, professionnaliser l'assistance, les doter de compétences et rationaliser l'assistance aussi. Il y a d'emblée cet enjeu de contrôler plus étroitement les personnes assistées. Et donc, il y a deux éléments principaux. D'abord, l'idée qu'il faut enquêter sur les personnes assistées, sur leur situation familiale, sur leur budget, sur la manière dont elles éduquent leurs enfants. Et puis, ensuite, proposer un suivi relativement étroit
des personnes qui bénéficient d'une quelconque forme d'assistance, qu'il s'agisse de l'assistance à la pauvreté, de la protection infantile ou dans le cas du tribunal de la protection de l'enfance. Et donc ces missions-là vont être dévolues à ces femmes qui pour la première fois vont devenir un métier à part entière et qui sont souvent des femmes de la bourgeoisie qui ont été socialisées dans cette habitude de se consacrer à des œuvres, notamment parce que ce sont des jeunes filles encore célibataires qui ont du temps à donner, etc. Et puis parce que c'est un esprit aussi, c'est l'idée de la charité chrétienne qui est très présente dans la socialisation de ces jeunes femmes, et certaines vont décider d'en faire leur métier et de se consacrer entièrement à cette mission-là. Et qui paye dès lors? Parce que si c'est un métier, il y a un salaire, c'est toute la question. Parce que Olga Spitzer est une philanthrope. Formidable, mais tout le monde ne peut pas être philanthrope. Oui, tout à fait. C'est encore une fois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, c'est évidemment un enjeu majeur. Et dans l'histoire longue de la protection sociale, il y a une longue histoire aussi de la délégation de missions régaliennes à des œuvres privées, au milieu associatif, notamment parce que ça coûte moins cher. Et donc, dès le départ, c'est le cas aussi dans la protection de l'enfance, ces assistantes sociales ne sont pas du tout des fonctionnaires. C'est vrai dans les consultations de nourrissons qui s'occupent de surveiller la petite enfance, qui sont surtout des œuvres catholiques. C'est vrai aussi pour les assistantes sociales du tribunal, qui, bien qu'elles travaillent avec le tribunal, ne sont pas des fonctionnaires. Le service social de l'enfance, c'est une association de loi 1901, et le financement de l'association repose entièrement sur les époux Spitzer, puisque Olga Spitzer, son mari, est banquier, et donc c'est eux qui vont contribuer quasiment à la totalité du budget de cette œuvre, et s'en plaindre régulièrement d'ailleurs, de demander une participation accrue de la part de l'État. L'État donne un tout petit peu pour les enquêtes, mais en fait le poids financier de la structure repose entièrement sur le mari d'Olga Spitzer, Arthur Spitzer, qui renfloue chaque année les caisses de ce service social. Donc ça, c'est un enjeu majeur, surtout dans l'entre-deux-guerres où il va y avoir cet événement qui n'est pas anodin, qui est la crise des années 30. On n'a aucune envie de créer de la dépense publique supplémentaire, on n'a aucune envie de créer un corps de fonctionnaires supplémentaires, et donc les assistantes sociales restent du côté des œuvres privées. Antoine Rivière, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Oui, et même avant la crise des années 30, en fait, on est la question de la dette est pas nouvelle. On l'agite dès les années 1900. On dit la dépense publique augmente de façon exponentielle. Il faut arrêter. Et c'est intéressant parce que là, les ancêtres des assistantes sociales, les dames visiteuses de l'assistance publique, sont effectivement sur le modèle que Lola vient de décrire, c'est-à-dire c'est des bénévoles, et on considère qu'il n'y a pas à les rémunérer. D'abord parce que elles n'ont pas un savoir professionnel, mais elles ont un instinct maternel parce que c'est des femmes. Et puis, on n'a pas à les rémunérer non plus parce que elles sont en quelque sorte des femmes charitables et qu'on ne rémunère pas la charité et la philanthropie. Et ces dames visiteuses, elles sont vraiment les ancêtres de l'assistante sociale, des assistantes sociales, y compris dans leur mode d'action. La question de l'enquête à domicile est fondamentale pour les assistantes sociales que tu étudies, Lola. Mais les dames visiteuses, notamment lorsqu'elles interviennent auprès des mères célibataires qui perçoivent des allocations pour éviter qu'elles abandonnent leurs enfants. C'est la loi de 1904 qui généralise cette pratique des secours. Eh bien, ces dames visiteuses, elles vont se rendre chez les bénéficiaires de cette allocation de FIMER, comme on dit à l'époque, à la fois pour vérifier le bon usage de la somme d'argent qui est versée. Est-ce que l'argent est bien destiné à s'occuper de l'enfant? Mais en fait, elles enquêtent au-delà sur la moralité de ces femmes. Elles enquêtent au-delà sur les fréquentations de ces femmes. Et donc, il y a une sorte de contrôle qui s'instaure par ces dames visiteuses qui font certes de la charité, certes qui diffusent un savoir qui est celui de la puériculture, mais qui sont aussi dans le contrôle de ces femmes qui inquiètent parce que mères célibataires, elles sont pas soumises à un mari, elles ont échappé à l'autorité de leur père, et donc en quelque sorte, elles sont mises sous perfusion financière, en même temps qu'elles sont mises sous la tutelle de l'État par l'intermédiaire de ces femmes visiteuses, ces dames visiteuses qui les contrôlent. Lola Zappi, avec toujours cette grande diversité de situations. Il y a ces mères qui élèvent seules leurs enfants, il y a des enfants qui sont placés dans des familles et qu'il faut visiter, il y a des familles où, si l'on peut, l'enfant va rester, mais il y a des choses à corriger. Et donc, ces assistantes sociales s'adaptent à toutes ces situations. C'est cette grande diversité qui nous parle aujourd'hui encore, nous le savons bien, parce que cette histoire-là, c'est une histoire sur le temps long. Il y a beau y avoir des lois et des préoccupations démographiques et politiques à certains moments. C'est une longue histoire avec des choses qui font écho sans cesse au présent.
Oui, complètement. Et en fait, on a une image de l'assistante sociale dans l'imaginaire commun où on la voit principalement comme celle qui place les enfants. C'est quand même l'image la plus communément partagée. En fait, elles ont un rôle très protéiforme. En fait, d'abord, elles peuvent agir en premier lieu en prévention. C'est elles qui vont du coup, s'occuper des nourrissons et de la lutte contre la mortalité infantile. C'est elles qui vont s'occuper des enfants à risque. Elles ont un rôle où elles peuvent signaler au tribunal quand elles estiment que justement qu'on dépasse un certain seuil et que là il faut que la justice s'y intéresse. C'est d'ailleurs désormais une loi, une obligation pour toute assistante sociale depuis 1989 de signaler les cas d'enfants en danger au tribunal. Et ensuite, pour les assistantes du tribunal, il y a un rôle plus spécifiquement judiciaire ou infrajudiciaire qui est le fait d'enquêter sur les familles, voire de suivre les enfants une fois que la famille est dans le giron de la justice des mineurs. Mais donc elles ont complètement ce rôle protéiforme là. Et du coup là-dessus, je voulais revenir aussi sur parce qu'on a montré que il y a cette progression de la médecine préventive d'une part, de la protection de l'enfance malheureuse d'autre part, et c'est un discours qu'on entendait dans le discours que vous passiez tout à l'heure, de l'idée que, en ce sens, la protection de l'enfance serait arrivée d'une dimension répressive vers une dimension plus humaniste. On l'a entendu, le terme d'humanisme. Et je crois qu'il faut faire attention à pas avoir une vision irénique de cette progression-là du rôle de l'assistante sociale comme étant uniquement allant vers plus d'humanité dans la prise en charge de ces familles. Quand le filet s'étend, que la prévention est plus systématique, on a aussi un contrôle qui est plus étroit. Et donc, on a une grande ambiguïté de ce rôle-là de la protection qui est aussi un rôle de contrôle sur ces familles. Ah oui, le contrôle, c'est très important. On l'entend bien ici, c'est des situations particulières systématiquement avec des enfants qui sont extraits de situations de violence pour être placés dans d'autres situations qui parfois s'apparentent à des violences, avec la crainte que ces enfants deviennent eux-mêmes par la suite des délinquants. Et puis, la parole de l'enfant dans cette histoire-là, tellement rare, tellement difficile, la parole de l'enfant. Je vais vous faire écouter ici Arlette Farge, l'historienne, parce que c'est déjà toujours un plaisir d'entendre Arlette Farge, qui a retrouvé la trace, la parole d'un enfant. Le commissaire, quelle raison avez-vous de ne pas vouloir aller avec la veuve Labrie ? La veuve Labrie, c'est sa mère de sang. Parce que quand je lui demandais du pain, elle me donnait des coups. Mais vous mangiez avec elle ? Non, elle me laissait mourir de faim. Et si l'on vous rendait à votre mère ? Je ne voudrais pas. Vous ne pensez pas que ce soit votre mère ? Non, monsieur. J'aime mieux ma mère Noiseux, celle qui s'occupe de moi. Mais je ne nomme pas l'autre. Mais si l'on vous disait de nommer l'autre ? Non, j'aime mieux ma mère Noiseux. Mais si elle vous avait donné du pain, la reconnaîtriez-vous pour votre mère ? Oui, je la reconnaîtrais comme ma mère. Mais elle est votre mère, quoiqu'elle ne vous ait pas donné de pain. Non, monsieur. Et ça s'arrête là. Et j'ai trouvé cet interrogatoire vraiment étonnant, surtout à cet endroit où il dit « je ne nomme pas l'autre », ce qui est très fort. Il ne veut même pas dire son nom. Lui, le commissaire, il lui a demandé « pourquoi vous voulez pas aller avec la veuve Labrie ?» Lui, dans son interrogatoire, jamais il dira le nom de cette mère qui est sa mère, et il dira toujours le nom de sa mère, ma mère Noiseux. Arlette Farge qui lisait et commentait ce récit d'interrogatoire d'un enfant placé. Nous étions ici au milieu du XVIIIe siècle avec le témoignage d'Arlette Farge sur France Culture. Antoine Rivière, la parole de l'enfant est rare. Ici, et c'est en écho à ce qui a été dit avant, c'est un commissaire qui interroge. On voit l'aspect un peu répressif de la chose. Et par la suite, il y a plus d'humanité dans le discours. Et après, dans la réalité, c'est autre chose. Mais la parole de l'enfant demeure, dans tous les cas, très rare. Il faut la chercher, en tout cas. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on dit souvent des enfants qui sont les silencieux de l'histoire, comme d'autres. On le dit aussi des femmes et en particulier des mères célibataires qu'on évoquait tout à l'heure. En réalité, si on cherche, on arrive à trouver quand même des bribes de cette parole-là, même si vous avez raison de dire qu'elle est plutôt rare et en tout cas, même si elle existe pas souvent entendue dans les siècles passés. Mais on trouve, notamment dans les dossiers des enfants pris en charge par l'assistance publique, on trouve des traces de cette parole des enfants. Dans les procédures judiciaires aussi, qu'évoquait Lola, on peut trouver des traces de cette parole de l'enfant, comme l'archive que vous venez de passer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette parole de l'enfant,
elle est consignée dans les dossiers lorsqu'ils écrivent, par exemple pour les enfants d'assistance publique qui sont placés dans des familles nourricières, puisque on a cette problématique du placement des enfants dans des familles de substitution. Ils écrivent parfois à l'administration pour se plaindre de ce qu'ils sont pas bien traités, qu'on les fait trop travailler dans la ferme où ils sont placés. Alors ça n'a pas toujours des effets. Mais on trouve quand même des bribes de ce récit à hauteur d'enfant, de ce que c'est que de vivre dans un placement en famille nourricière. Et puis à l'intérieur de cette assistance publique, on va progressivement considérer que la parole de l'enfant doit, dans certains moments particuliers de la vie de ces enfants de l'assistance, être recueillie. Alors pas toujours systématiquement, mais elle doit l'être notamment lorsque une famille, une mère qui a abandonné son enfant, demande à ce que cet enfant lui soit rendu. Eh bien, la loi du 27 juin 1904 prévoit que si le pupille en question, l'enfant abandonné en question, est considéré comme suffisamment mature, ayant atteint un âge de raison suffisant, eh bien, on peut l'interroger sur ce qu'il pense de cet éventuel retour au sein de sa famille de naissance. Alors, on imagine que c'est quand même assez délicat pour un enfant que de donner son avis dans une telle situation, mais en tout cas, la loi prévoit ça. Pour tout dire, dans les dossiers d'enfants de l'assistance publique que j'ai étudiés, jamais cette parole de l'enfant n'est décisive quant à savoir s'il sera rendu ou pas à la mère qui l'a abandonné. Vous avez, Antoine Rivière, travaillé sur l'enfant abandonné, sa filiation, lettre d'un ancien pupille au directeur de l'assistance publique à Paris, parce que ces lettres existent. Et à travers cela, nous avons la volonté peut-être de saisir l'enfant. Vous avez l'un et l'autre évoqué l'avancée des considérations sur la psychologie, ce contexte-là. C'est vraiment tout ce début du XXe siècle et qui fait qu'à un moment, on va entendre la parole de l'enfant, mais pour son bien. Et ça, c'est quelque chose qui est pris en compte, au moins recueillir son témoignage, ce qu'il a à dire et ce qu'il ressent. Oui, alors, ce qui est marquant quand même, c'est que pendant longtemps, on voit les services de l'assistance publique faire des visites régulières pour voir comment les enfants se portent dans leur placement. On regarde d'un point de vue médical. On regarde du point de vue de la croissance. On sait que les inspecteurs, les directeurs d'agence, c'est-à-dire ceux qui sont responsables des placements de ces enfants dans les familles nourricières, ont des échanges avec les enfants, qui sont parfois consignés à l'intérieur des dossiers. Pour autant, la façon dont on questionne ce bien-être des enfants, dont on les fait parler, laisse quand même à désirer. C'est quand même saisissant de voir quand à l'intérieur de ces dossiers d'enfants de l'assistance publique, que jusque dans les années 1970, il n'est jamais fait mention d'éventuels troubles psychologiques. On parle de la santé physique, on parle d'enfants par exemple, de jeunes filles qui ne mangent pas, et on met ça sous le coup d'une sorte de caractère capricieux. On parle d'enfants qui continuent à faire pipi au lit tardivement, et on met ça sur le compte d'une sorte d'anomalie, une sorte de handicap. Mais jamais ça, ces comportements-là sont mis en relation avec, évidemment, une carence affective. Aujourd'hui, un psychiatre, un psychologue identifierait l'anorexie ou bien, effectivement, une carence affective qui amène à ces désordres-là. Donc, il y a un regard qui évolue sur l'enfant, mais au sein de l'assistance publique en particulier, qui reste quand même très en retard par rapport à l'avancée et de la psychologie de l'enfant. Lola Zapi. Oui, alors cette question de la parole de l'enfant, elle évolue aussi au sein du tribunal. L'introduction des assistantes sociales au sein du tribunal va être principalement de recueillir une image, une photographie de la dynamique familiale, de la vie de la famille pour en informer le magistrat. Et dans ce cadre-là, la parole de l'enfant va apparaître de plus en plus. Elle va être toujours requalifiée, j'y reviendrai ensuite, mais elle apparaît de plus en plus. Les assistantes sociales, en fait, vantent d'amener une technique d'enquête qui s'appelle le casework, une enquête formée sur le modèle américain, qui en appelle justement à la psychologie pour essayer de repérer ces dynamiques familiales. Et donc, dans ce cadre-là, quand elles enquêtent sur la famille, elles vont interroger à domicile les parents, mais aussi les enfants. Et donc apparaissent désormais dans leurs enquêtes, dans les archives, cette parole de l'enfant, dans les cas de signalement d'enfants maltraités ou négligés, où on leur demande, eux, comment se situe cette dynamique familiale. Et ça continue à partir de 1945 et de l'ordonnance de 1945. On recueille même directement cette parole de l'enfant. C'est le travail de Véronique Blanchard, de Régis Revenin qui a montré ça. De plus en plus, on
va leur demander on a dans les dossiers du tribunal des dessins ou des descriptions de ces enfants qui sont faites par des psychologues, par des éducateurs, etc., où on leur demande de décrire leur situation. Donc, elle est recueillie, cette parole de l'enfant, et on lui fait une place de plus en plus importante. Ça, c'est un fait. Néanmoins, elle est toujours requalifiée. Elle est toujours requalifiée et on s'en méfie en partie. Parce qu'il y a cette crainte que les enfants protégés soient aussi des enfants potentiellement délinquants ou délinquants en devenir. Il y a une méfiance vis-à-vis d'eux. C'est le cas notamment sur les accusations de violences sexuelles, qui sont peut-être la parole enfantine la plus disqualifiée ou la plus passée sous le tapis, même quand les enfants en parlent. Et ça, on le voit aussi très clairement. Et notamment quand c'est des jeunes filles qui décrivent ces cas d'inceste ou de violences sexuelles, il y a toujours un discours sur le fait qu'elles l'ont peut-être aussi cherché, qu'elles ont été séductrices, qu'elles seraient elles-mêmes dans un début de ce qu'on appelle de dépravation morale à l'époque. Et donc cette parole enfantine, elle est jamais recueillie en tant que telle et elle est jamais neutre. Avec des émissions du cours de l'histoire, notamment Insolentes adolescentes, ces femmes révoltées. Véronique Blanchard, l'historienne, nous a ici livré ces analyses qui nous permettent de saisir la place à accorder à l'enfant dans cette histoire. Émission à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. La question haute qui se pose est celle de la parole des mères, parce que la mise en parallèle des deux nous permet de saisir aussi l'attention portée à l'enfant. Parole de mère. Avril 1923. Monsieur le directeur de l'assistance publique. J'attendais avec impatience cette date pour demander des nouvelles de mon cher enfant. Je ne m'en désintéresse pas du tout, je suis au contraire très malheureuse et ne peux vivre avec cette pensée. Au moment où je l'ai porté, il m'était impossible de l'emmener, surtout que cette faute était cachée, pour épargner ma pauvre mère d'une si grande épreuve. Je voudrais vous demander, monsieur le directeur, s'il serait possible que vous me fassiez une lettre comme quoi je n'ai pas abandonné mon enfant et que je pourrais le retirer, car je vais tenter un procès contre le père et cette pièce, il me la faudrait pour remettre à l'avoué. Dans ce cas, si le père est condamné à donner une pension alimentaire, je pourrais m'en occuper et j'espère, monsieur, que vous me donnerez cette satisfaction, car je souffre trop. C'est Nathalie Canoui qui lisait cette lettre d'une mère qui souhaite récupérer son enfant. Elle écrit à directeur de l'assistance publique en 1923. C'est lourd de sens, hein, ce document. D'ailleurs, Antoine Rivière, quand vous étudiez tous ces documents, ils sont plus près de l'intime, de la souffrance. Et on l'entend ici, elle a besoin d'une pension alimentaire parce que sinon, c'est la fin. Oui, en fait, les lettres des mères dans les dossiers des enfants abandonnés à l'assistance publique sont plus courantes qu'on ne pourrait le penser. D'abord, elles écrivent pour demander des nouvelles. Elles écrivent pour parfois réclamer le retour de l'enfant. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la restitution des enfants qui ont été abandonnés à l'assistance publique, elle dépend uniquement du bon vouloir de l'administration, qui instruit les dossiers, on appelle des dossiers de demande de remise dans le jargon bureaucratique. Mais donc l'assistance publique va mener une enquête pour voir si la restitution de l'enfant à sa mère de naissance est, oui ou non, dans l'intérêt de l'enfant. Est-ce que c'est dans son intérêt d'être rendu à sa famille? Alors, très souvent, on met à l'épreuve la volonté des parents en prononçant d'abord un ajournement. On refuse la remise pour voir si la mère va persévérer dans sa volonté et va faire d'autres demandes. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit dans la lettre comment on a affaire à des femmes qui sont combatives. Cette femme-là, sans doute délaissée, comme on disait à l'époque, hein, c'est-à-dire mise enceinte et puis abandonnée par le géniteur de son enfant, se retrouve dans une situation qui est à la fois économiquement dramatique. Une femme seule dans les classes populaires de l'époque n'a pas de budget suffisant pour subvenir à ses besoins de son enfant. Et puis, elle se retrouve dans une situation d'opprobre social. Elle est pointée du doigt, elle est une femme déshonorée aux yeux de la société, ce qui entraîne une série de disqualifications. Hein. Une domestique fille-mère, elle est immédiatement renvoyée. On a du mal à se loger, à trouver un hôtel qui accepte à Paris les mères célibataires avec leur enfant, parce qu'on a toujours cette assignation
l'assimilation du célibat maternel à l'immoralité, à l'inconduite sexuelle, voire à la prostitution. Et donc ces femmes, elles se retrouvent dans une situation extrêmement précaire. Et là, dans l'archive que vous évoquez, on voit bien comment celle-ci, elle entend ne pas se laisser faire. Et elle, ce qu'elle envisage, c'est de se retourner contre le géniteur, contre le père de l'enfant, en essayant de lui imposer effectivement une pension, ou en tout cas qu'il prenne ses responsabilités. Ça s'est rendu possible par la loi de 1912 sur la recherche de paternité, qui auparavant est interdite. Le Code civil interdit à toute mère célibataire d'essayer de prouver devant un tribunal que tel homme est le père de son enfant. Donc jusqu'en 1912, il n'y a aucun recours pour ces femmes seules. Et puis la loi de 1912, certes, introduit une nouveauté, mais c'est pas du jour au lendemain que ces femmes vont pouvoir incriminer le père de l'enfant et obtenir une pension alimentaire. Lola Zappi. Oui, et alors du côté du tribunal, on les entend aussi, ces mères, parce qu'elles font partie des gens qui peuvent signaler un cas de violence au tribunal. Ça permet d'ailleurs de relativiser cette idée que ce serait uniquement un contrôle social exercé par les institutions par le haut sur les familles populaires. Il y a aussi une demande de protection et une demande d'État de la part des victimes de ces violences, et notamment les femmes et les enfants. Donc, elles font partie des requérants au tribunal, ces femmes. Et elles peuvent aussi faire partie des requérants, tout simplement parce qu'en fait, si elles veulent obtenir le droit parental sur leurs enfants, donc la fameuse puissance paternelle, il faut qu'elles obtiennent une déchéance du père ou un divorce qui leur accorde le droit de garde. Parce que quand elles sont mariées, elles n'exercent pas cette puissance paternelle. Elle revient uniquement au père. Donc il faut être soit veuve, soit célibataire avec un enfant non reconnu, soit avoir un père qui a été destitué de ses droits. Néanmoins, elles font face, et ce que disait Antoine pour l'assistance publique marche aussi pour ces femmes-là, elles font face à une difficulté, c'est que elles ont des salaires très petits, elles ont souvent pas de solution de logement pour elles et leurs enfants, et donc quand elles prennent le risque de s'adresser au tribunal pour déchoir le père, le risque, c'est que leurs enfants leur soient retirés à elles aussi, parce qu'elles n'ont pas les moyens de les garder avec elles, non pas qu'elles soient coupables elles-mêmes, mais parce qu'elles s'exposent à ça. Donc on voit régulièrement des cas de mères qui renoncent quand elles comprennent que leurs enfants seront peut-être placés au loin d'elles. Avec ici le rôle des assistantes sociales, justement, pour accompagner toutes ces démarches-là, tant de situations et des situations complexes et douloureuses, toujours douloureuses, sinon on ne parlerait pas de protection de l'enfance, d'enfance en danger. Il y a, malgré tout, pour terminer cette émission, le fait que quand ça se passe bien, ça ne laisse pas de traces. Des enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont été placés dans des familles d'accueil où ça s'est bien passé, ne laissent pas de traces. Et bien sûr, la vigilance demeure extrême tout le temps, obligatoirement, mais il y a quand même cet aspect-là aussi qui échappe à l'historien Antoine Rivière. Alors ça laisse quand même une trace, parce que la plupart des enfants qui sont placés, même quand ça se passe bien dans leur famille d'accueil, même après 1923, lorsque la législation permet l'adoption des mineurs et qu'un certain nombre de ces enfants abandonnés vont être adoptés et vivre heureux dans cette famille adoptive, la trace que laisse quand même cette histoire-là, c'est l'interrogation sur leurs origines. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance qui explique que je sois pas avec mes parents de naissance. Et cette interrogation-là, on la voit inscrite dans les dossiers de suivi de ces enfants, et elle est d'une certaine manière générale, que les enfants soient heureux ou pas dans leur lieu de placement. Merci vivement d'avoir évoqué cela, parce que c'est cette quête aussi de filiation, et nous sentons les échos contemporains de cela. C'est très important parce que ce sont des histoires d'identification, d'identité charnelle aussi. Et c'était important d'avoir ce regard que vous nous avez apporté. Lola Zappi, les visages de l'État social, ce sont des assistantes sociales, ces familles populaires. Et Antoine Rivière, ce regard porté sur ces questions de filiation, c'est important de le dire. Et puis, il y a l'Irrégulière, la revue d'histoire de l'enfance, avec ce numéro sur le silence en héritage, enquêter sur l'enfance de ses parents. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Prochain épisode, enfants de la Guyane et de la Réunion, mission protectrice et violence coloniale. La France, après avoir d'abord beaucoup espéré de la Guyane, s'en était, il faut le reconnaître, non pas désintéressée, mais quelque peu détachée. Cette période est terminée. Le cours de l'histoire sur France Culture, avec évidemment le général de Gaulle, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique, Guirec Corbin. Merci à Angelico Guémard, Raphaël Laloum, Jeanne Coppa, Sidonie Lebeau, Luce Mourant, Chloé Rouillon et Jeanne Delecroix pour la préparation de l'émission. L'émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.